Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Face à face, aujourd'hui, nous parlons de cette question de Zando, mais on parlera aussi, vous le savez, de la gestion de notre pays 15 mois plus tard. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui comme résultat après le Covid? Bref, on parlera de beaucoup de choses en même temps, mais ces choses vont tourner autour de la construction du pays. Des analyses assez scientifiques sur la question, mais à bâton rompu, comme vous le savez. Donc, je reçois une intelligence, c'est Maître Oscar Moubiaï. Il est avocat au barreau de Lille, en France, et il a intervenu dans plusieurs procès, plusieurs affaires aussi. Maître Oscar Moubiaï, comment allez-vous? Bon, ça va, monsieur Christian. Alors, je dois dire que vous avez donné votre voix à plusieurs dossiers en République démocratique du Congo, aux opposants, ceux qui étaient à l'étranger, ceux qui étaient à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il se pose un sérieux problème de la justice, on va dire. La justice se réveille. On dit la justice connaît un réveil. La justice se réveille. Quel est votre qualificatif aujourd'hui de ce qui se passe dans notre justice aujourd'hui? Elle se réveille, elle est en éveil ou elle est en suspens? Non, je dirais que beaucoup plus, le peuple aspire et se réveille et revendique la justice. C'est le peuple qui se réveille et qui réclame la justice. Maintenant, la réponse à cela, c'est des réformes de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice est en marche? Nous pouvons répondre par oui, la justice est en marche, et nous pouvons considérer que c'est le seul, à mes yeux, chantier que l'on peut donner à l'actif de M. le Président de la République. Mais il faut consolider ce chantier-là, il faut l'accompagner et non pas rester sur un aspect sporadique, puisqu'il y a eu procès caméré et donc il y a eu la justice. Donc la justice aujourd'hui a besoin de beaucoup plus de réformes, l'indépendance des juges et la question liée à la réforme sur la restructuration de la magistrature. Vous savez, quand on arrête un citoyen aujourd'hui congolais, on le mappe comme on le dit, mais quand on le mappe, il ne verra le juge qu'après. Alors que c'est une atteinte à la liberté du citoyen. Normalement, on ne peut pas placer quelqu'un en prison, restreindre sa liberté parce qu'on est présumé innocent, sans que la personne ait vu le juge. Donc le magistrat, en principe, dans le pays de démocratie, le magistrat n'envoie pas quelqu'un en prison. Mais nous sommes encore un pays où le magistrat envoie quelqu'un en prison. Alors, je voudrais qu'on avance un peu sur la question fondamentale de la justice, qui est, à mon avis, l'impératif d'un état de droit. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que nous avons les hommes qu'il faut dans notre appareil judiciaire, ou c'est plutôt la domination politique qui oriente négativement les choses? Alors, les hommes qu'il faut, bon, écoutez, nous avons des magistrats, les avocats, parce qu'on ne peut pas parler de la justice sans parler les composantes de cette justice. Vous avez le magistrat assis, donc le juge, vous avez la magistrature debout, le parquet, et vous avez les avocats, vous avez les greffiers. Voilà un peu les composantes essentielles de cette justice. La question, pour dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, cela pose la question de la formation. Bon, la justice est un métier, et tout métier s'apprend. Ce n'est pas parce qu'on a fait la faculté de droit que l'on devient avocat, que l'on devient juge, que l'on devient magistrat, que l'on devient greffier. Donc, la difficulté par rapport, comparativement à la France où je vis, on ne vient pas de la faculté de droit pour entrer dans le métier. On passe par une école, il y a l'école des avocats, il y a l'école de magistrats, et voilà. Mais chez nous, il n'y a pas d'école. Nous n'avons pas d'école de magistrature, nous n'avons pas d'école d'avocat, nous quittons l'université théorique pour la vie pratique, la vie pratique intolérante. Moi, je me rappelle, avec les amis, on a fait le droit. La première fois que j'ai vu une minute, c'était dans la pratique, quand on était déjà avocat. Ou la première fois que j'ai vu une assignation, c'est quand on est avocat. Mais on apprenait ça à l'école, les mentions essentielles d'une assignation, voici. Mais quand vous arrivez sur on a comme l'impression que la pratique est une autre leçon que la théorie. Alors ça vous apprend à apprendre deux fois. Nous avons une difficulté sérieuse. Et malheureusement, l'État recourt à ce que l'Union européenne appelle renforcement des capacités. Vous allez voir les jeunes avocats qui sortent de l'école d'avocats, le magistrat, le jeune qui arrive
avec des conférences café dans des mêmes lignes intercontinentales pour former nos magistrats. Alors qu'eux n'ont pas d'expérience. Et on appelle ça renforcement des capacités et qu'il y a beaucoup de moyens et de budget. Non, je pense que nous avons deux magistrats qui ont déjà une expérience, des avocats qui ont de l'expérience, qui eux doivent, n'est-ce pas, s'il y avait des écoles, aller donner des formations, parce qu'on ne peut pas venir de la Belgique pour venir apprendre aux Congolais leurs propres droits. Moi, pour devenir avocat en France, je dois justifier de la connaissance du droit français. C'est pour ça qu'on m'envoie à l'école, pour connaître les droits français. Mais au nom de quoi un Français peut venir prétendre connaître les droits congolais et enseigner les Congolais? Mais nous avons la même famille. Non, nous avons une grande famille romano-germanique. Ça, c'est pas ça la question. Mais les droits ici, comme vous le dites, c'est... Voilà, le droit, c'est quoi? Le droit, c'est le reflet d'une société. Voilà. Donc, chaque société a des particularités au-delà des principes généraux qu'on apprend comme à la faculté, comme science. Mais le métier, c'est le cas précis. Vous avez les procès camérés, ça, c'est du droit congolais, ça, c'est du droit pénal congolais. Est-ce que maintenant, les juges que nous avons ont-ils été formés à être juges d'abord pénalistes en général et aussi, surtout, là, l'affaire Camère appelle quoi? Appelle le problème de fraude sur le marché public. Oui. Alors, est-ce que nos juges ont-ils la capacité de lire cette histoire? Bon, d'abord, est-ce qu'ils ont été formés au marché public? Vous comprenez? Maintenant, s'ils n'ont pas été formés au marché public, bon, maintenant, il faut qu'ils aient la capacité de lire pour s'auto-former. Maintenant, vous comprenez qu'on n'apprend pas sur l'État. Et la difficulté, c'est à ce niveau-là. Et cette difficulté se renforce encore davantage où nous sortons d'un pays dictatorial où il n'y avait pas les contentieux administratifs. Vous allez peut-être parler de marché les Andes. Mais ça pose un problème de contentieux administratif. J'ai entendu qu'on avait fait des référés liberté. Ça, ce sont des histoires qu'on a copiées en copier-coller en France et qu'on a transposées au Congo. Est-ce que la greffe peut prendre? Bon, je suis un peu très surpris de voir que, bon, il s'en félicite beaucoup, l'auteur de la loi sur la justice administrative. Il semble que ce serait mon confrère Sessanga. Je n'ai rien contre. Mais lui-même, bon, écoutez, on copie des histoires de la France. Bon, c'est très bien, mais moi je viens de la France, je pratique. Donc nous disons ce que nous pratiquons et nous pratiquons ce que nous disons. Mais la difficulté ici, vous avez des gens qui disent ce qu'ils ne pratiquent pas, donc sont des enseignants, et ils pratiquent ce qu'ils n'ont pas appris. Là, il y a un décalage. Donc je voudrais tout simplement dire qu'il nous faut des réformes, et la plus grande réforme, c'est ce que vous avez dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour connaître l'homme qu'il faut à la place qu'il faut qu'il y ait la formation. Le métier s'apprend. On n'apprend pas le métier à la faculté ou à l'école. Alors continuons toujours de cette manière. En Tunisie, vous avez l'école supérieure de la magistrature. Ils appellent ça même supérieure de la magistrature. Ils supposent que quand on a fini l'école de droit, l'étudiant ou l'université, ça dépend, fait le choix de suivre la magistrature ou il va à l'école d'avocat. Alors, qu'est-ce que l'on apprend exactement? Parce que j'ai posé une question comme ça, un professeur m'a répondu, il m'a dit non, mais on n'a pas besoin d'avoir une école de formation, on n'a pas besoin d'avoir une école supérieure de magistrature parce que nous apprenons la déontologie au niveau de l'université. Effectivement, on a appris la déontologie des avocats, la déontologie des magistrats, la déontologie des fonctionnaires publics, mais est-ce que c'est suffisant pour outiller un magistrat pour le futur? La déontologie, c'est la morale, l'éthique. On apprend à un magistrat, à un avocat, l'éthique. Comment il doit se comporter. Les journalistes, vous avez l'éthique d'un journaliste. Mais ça ne permet pas que vous puissiez faire votre métier. Ça, c'est la morale. Donc, comment vous devez vous tenir dans votre vie privée et publique. Mais ça ne parle pas de la pratique, en tout cas. Ça ne parle pas de la pratique. Donc, la personne qui vous a dit qu'il ne faut pas l'école, c'est grave. Un métier, ça apprend. Tout métier, ça apprend. Ben, il dit que ça apprend déjà à l'école. Non, mais à l'école, on ne prend pas le métier. Moi, j'ai fait les droits au Congo, j'ai fait les droits en France. Je n'ai pas appris les métiers à l'école.
j'ai appris le métier d'avocat à l'école de barreau de Paris parce qu'en France, chaque région a une école de formation, une école d'avocat. Et vous avez une école de magistrature debout comme assise, ils apprennent tous, comme le magistrat du parquet, comme le magistrat du siège, tous sont dans l'école de magistrature. Environ combien de temps? L'école, c'est pour l'école des avocats, c'est 2 ans en gros. Ah, 2 ans en 2 gros. ans, quand même. Vous avez une partie théorique à l'école, des avocats comme des magistrats, et vous avez une partie dans la pratique. Donc, on vous envoie dans un cabinet d'avocats ou au parquet où vous faites un stage de pratiquement 6 mois. Donc, vous comprenez, même quand vous êtes dans l'école où on vous apprend le métier, où vous allez voir quand vous êtes à l'école d'avocat, on va prendre le grand avocat qui vient vous donner, qui vient vous parler du métier d'avocat. Bon, on va vous prendre un grand magistrat qui vient comme les Chilengue que vous avez connus, Chilengue Kabamba, par exemple, de vieux comme ça. Ils sont une longue carrière, ils pouvaient venir à l'école pour apprendre. Donc, les avocats apprennent aux avocats, comme vous venez de dire. L'assignation, bon, ça, on n'a pas appris à l'école pour rédiger l'assignation. Vous allez dire à quelqu'un qui sort de la faculté de droit, il va rencontrer un greffier. Et le greffier va lui parler des primitifs d'audience. Qu'est-ce qu'il va comprendre? On ne comprend rien, en fait, on ne comprend rien. Et c'est le greffier qui t'apprend maintenant que voici comment on fait, voilà, les 8 jours francs, on fait comme ça. Mais alors, c'est compliqué. Parce qu'on est perdu. Ouais. Alors, donc voilà, il faut une formation. Et au-delà de cette formation-là, le monde moderne va vers la spécialisation. Vous ne pouvez pas, par exemple, aborder les procès comme les procès camérés sans maîtriser le marché public. Le droit des affaires. Le droit des affaires, c'est ça. Et donc, quand vous êtes dans un pays comme la France, le procès caméré aurait commencé par ce qu'on appelle la brigade financière. Parce que vous avez maintenant les OPJ, la police financière, brigade financière, comme on a brigade criminelle du droit commun. Vous avez la brigade et puis vous avez le magistrat qu'on appelle le pôle financier. Et vous avez un parquet connu, spécialisé en matière de fraude, comme pour le dossier Camère, c'est Nanterre. Et vous avez le magistrat spécialisé pour le terrorisme, c'est comme parquet de Paris, c'est le terrorisme. Alors, mais nous arrivons sur un procès où on va transposer sur un dossier spécial, sur le marché public, on va le transposer avec les notions du droit commun. Ça ne va pas tenir. Le raisonnement n'est pas le même. Alors aujourd'hui, on parle de l'affaire Caméré, on va dire. Et pour les Congolais, ils se disent, c'est le procès qui va déterminer la température de notre pays de demain. Si tous les accusés sont innocentés, la justice aura marqué un faux point, ça aura jeté du discrédit dans notre magistrature et dans ce que nous sommes en réalité en tant que peuple. Mais si on condamne les gens, je crois que l'état de droit serait un symbole, bien, tout ça. Alors, est-ce que véritablement l'état de droit se mesurerait à l'issue de ce procès? Oui, oui, le procès caméré, c'est un procès symbole. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait la pédagogie, c'est ce que vous faites, et je vous en félicite. Merci. Parce qu'il ne faudra pas que l'opinion décide. La justice ne doit pas être décidée dans la rue. Alors, si maintenant on va condamner Caméré parce que la justice réclame Caméré, nous n'aurions rien fait, parce qu'on commencera à condamner les gens par rapport à la demande du client, à l'opinion publique. Donc, imaginez-vous un procès comme Dutroux, célèbre, ennemi de toute la Belgique. Mais si l'on commence à dire que parce que, imaginez-vous un procès d'un terroriste, il a fait exploser tous les marchés de Kinshasa, c'est un monstre. Mais si maintenant on va dire qu'il doit nécessairement être condamné parce que le peuple va dire qu'il n'y aura pas la justice, on l'a libéré, la justice elle-même sera sous pression. Quand on dit l'indépendance du juge, cette indépendance est à l'égard de l'exécutif, donc des autorités politiques, mais c'est aussi à l'égard de l'opinion publique. Le juge doit rendre une décision en son âme et conscience. Donc, pour le procès Caméré, nous disons, c'est vrai que pour notre peuple qui n'est pas assez encadré, maintenant je trouve ici que ça commence à aller avec des émissions que vous faites, mais il faut en multiplier pour que l'opinion soit encadrée, de sorte que si l'opinion est préparée, qu'on acquitte Caméré ou qu'on condamne Caméré, ce n'est pas ça la question. Alors, du haut de votre expérience d'avocat, est-ce que vous pouvez nous donner 2 tableaux? Le premier, c'est celui des chances de Caméré d'être acquitté. Le second, c'est celui de la façon dont Caméré peut être condamné.
Si jamais Kamere devrait être condamné, il serait condamné sur base de quoi exactement? Quels sont les éléments qu'on a contre lui? S'il pouvait être acquitté, c'est sur base de quels éléments? Là, je parle à un avocat. Je ne parle pas à un politicien, mais à un avocat. Bon, je vous réponds déjà très rapidement comme avocat. D'abord, quelques observations dans ce que Kamere affirme dans l'opinion. Pièce contre pièce. C'est une fausse affirmation. Il ne faut pas que ça reste dans l'opinion. En matière pénale, on ne parle pas de pièce contre pièce. Exact. Le principe en matière pénale, c'est la charge de preuve incombe donc, au ministère public. Donc, actor incumbit probatio. En l'espèce, c'est le parquet qui poursuit Kamere et le parquet doit apporter des preuves de culpabilité de Kamere et Kamere, lui, doit s'en défendre. Et cette défense n'est pas sur base de pièces. Donc, le juge... C'est sur base de quoi alors? Le juge, lui, condamnera sur base de son intime conviction. Mais voilà, en ça c'est moi la défense. Oui, mais la défense de Kamere. Alors, quand on est poursuivi comme Kamere, il faut choisir une ligne. Soit on choisit de dire qu'on plaide coupable, soit on choisit de dire qu'on va aller pour l'acquittement ou la relaxe. Parce que, bon, ici, nous n'avons pas la répartition tripartite de l'infraction. En France, vous avez crime, délit, contravention. Et quand on dit acquittement, c'est qu'on est aux assises, c'est qu'on est face à un crime. Et quand il délit, c'est en matière correctionnelle, là, on parle de relax. Bon, chez nous, on ne fait pas cette différence-là. Tout est mélangé, c'est acquittement. Bon, voilà. Donc, je voulais un peu faire cette notion-là. Est-ce que l'affaire Kamere, est-ce qu'un crime ou un délit? Bon, ça, on ne peut pas dire, mais nous considérons que Kamere, il est face à un crime, d'abord un crime économique, pas au-delà de tout ce qu'il y a accusé, nous allons y revenir très rapidement. Donc, pour maintenant ne pas s'écarrer et rester dans votre question, alors, donc, Kamere devrait nous donner, alors, visiblement, il est allé sur la ligne de dire qu'il plaide non coupable. Non coupable. Okay. Il ne se reproche de rien. Et quand vous voyez, la question est posée. Kamere dit, il clame. Vous me reprochez de quoi? Jamal dit, vous me reprochez de quoi? Moi, j'ai pu réaliser le marché, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'État. Kamere a tendance, bon, il donne l'impression bon, d'être très intelligent. Évidemment, on ne peut pas douter de son intelligence. Mais sauf que l'intelligence, quand on est devant un juge pénal, ce n'est pas bon. Alors, doit dire... Comment ça, c'est pas bon quand on est... Parce qu'une intelligence, c'est un malin devant un juge. Ce qu'on dit intelligent, quand vous êtes poursuivi, si vous êtes intelligent, vous êtes un malin. Alors, quand vous prenez le procès Kamere, la question qui se pose, c'est un procès où il y a une construction intellectuelle. C'est ce qu'on appelle un procès, ce qu'on appelle en criminologie chiffre noir, corps blanc. Ça veut dire que je peux commettre un crime, mais je ne laisse aucune trace. Alors, quand vous êtes face à un procès comme celui-là, où on s'organise intellectuellement de ne pas laisser des traces. On a trouvé un cadavre, il y a eu une mort d'homme, l'on sait que la personne a été tuée, mais il n'y a aucune trace. Mais le cadavre est là. C'est comme le procès Kamere. On a ordonné l'argent, c'est sorti, c'est perdu dans la nature. On a vu cet argent dans l'appartement de Massaro où son fils joue avec 1 million de dollars. 1 million de dollars comme les billets, comme les papiers, pendant que nos enfants à nous pleurent les jouets et pleurent de faim. Oui. Pendant ce temps-là, vous avez dans un appartement un Massaro qui s'amuse avec les billets d'argent. Ou pendant que ce moment, vous avez des enfants qui n'ont pas où dormir, qui ne savent pas quoi manger, alors qu'il y a quelqu'un à qui on a donné la parcelle, donc il ne connaît même pas comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Très bien. Justement, c'est qu'au-delà de ce qu'on appelle détournement, au-delà du théâtre que l'on voit là devant les gens qui défilent, qui parlent un peu des choses que l'opinion ne comprend pas, ça veut dire des choses assez trop savantes. On n'a pas besoin d'être trop savant. Ici, la question est que, comme vous venez de le dire, la gravité, il faut que les Congolais comprennent à combien plus forte raison ça peut être plus grave. J'arrive aux Pays-Bas. Et si vous arrivez aux Pays-Bas, on va vous dire ceci. On ne touche pas aux digues. Parce que Pays-Bas est sous l'eau. Si les digues là, ça cède, les Hollandais vont mourir. Ils sont morts une fois des inondations. Et les Hollandais ont dit plus jamais ça.
Donc, voilà, les 11, le procès Caméré, le soleil va se lever, il va se coucher, le procès Caméré disparaîtra des écrans. Mais ce qu'il faudra qu'on retienne, et l'occasion que vous m'en donnez, c'est de lancer, bon, je regarde ça avec un œil extérieur. Voilà. Donc, l'occasion que je lance à mes compatriotes, l'occasion que vous me donnez, de lancer un cri de cœur à mes compatriotes. C'est que Caméré soit acquitté ou condamné, ce n'est pas ça la question. La question est de dire, plus jamais ça au Congo. Plus jamais un étranger qui arrive de notre aéroport, poche vide, et le soir, il a des millions. Jamal, c'est le symbole de ces étrangers pakistanais, chinois, consorts, qui arrivent poche vide chez nous, et demain, ils sont riches et patrons. C'est pas ce que ces enfants disent, ces avocats. Ces enfants ont dit que la République doit à Jamal. Je dois vous répondre à cette question très rapidement. J'ai suivi sur votre collègue Marius, Exact. Mon confrère libanais et le frère de Jamal. On va y répondre. Mais vous comprenez, le tout, c'est que nous puissions d'abord nous dire, au-delà de ces procès-là, que plus jamais chez nous, qu'il y ait les Pakistanais étrangers qui arrivent, poche vide, comme Jamal, et puis ils se retrouvent riches. Ça, c'est le symbole de notre manque de notre indépendance. Il ne faut pas seulement crier que nous sommes occupés par les Rwandais, alors qu'ici nous avons des Pakistanais qui nous occupent, qui détiennent nos magasins, les surfaces vides, qui construisent, qui y a le marché, ce ne sont que les étrangers. Donc, symbole de cet étranger, c'est Jamal. Donc, vous avez deux acteurs essentiels dans ce procès-là. L'image d'un étranger qui nous occupe, c'est Jamal. Et vous avez les traîtres de la nation. Le symbole des traîtres de la nation, c'est Caméré. Il a trahi la nation. Vous êtes quand même dur hein, avec ces propos. Il est jusque-là innocent. Non, la présomption d'innocence n'entraîne pas que nous puissions condamner, pas au plan pénal, mais au plan administratif, parce que Caméré a commis une faute administrative. Lourde? Très lourde. En acceptant de donner de l'argent à millions à un individu et en touchant aux réserves, c'est ce que l'on a dit, aux réserves du pays, il nous restait 3 semaines. Et lui a réduit ça à 2 semaines. Ça voudrait dire qu'il a affamé la nation. C'est pour ça que je vous parlais de l'eau des digues. Ça veut dire que vous ne pouvez pas toucher à l'espace, à ce qui est vital pour une nation. Mais lui-même est vital. Bah, il est vital au sens du vital. Au sens du vital, ce vitalisme qui consisterait à donner son énergie pour qu'on donne l'argent aux étrangers. Donc il a vitalisé son portefeuille, il a vitalisé les étrangers et dévitalisé les Congolais. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire. Donc il est traître. Parce qu'un traître de la nation. Ce monsieur, c'est un traître de la nation. Non pas parce que pénalement, ça je vais vous démontrer, c'est simple. À une minute, je vais vous démontrer que pénalement, les infractions sont là. Bon, à une minute, hein, une seconde, ça, il ne faut pas être trop savant pour ça. Mais tout simplement, un seul mot et comme ça, je vous réponds à ça. Oui. Vous avez dit ici qu'il y a la fille de Caméré, qu'il appelle affectueusement sa fille. Ça, son honneur, parce que les enfants sont innocents. Et nous devons aimer les enfants. Surtout quand ce ne sont pas nos enfants biologiques. Ça, c'est la grandeur d'esprit. Il faut admettre les enfants. Mais ce qui est révoltant, c'est quoi? Quand nous avons des enfants qui dorment dehors, sans logis, les enfants de la rue, ils n'ont pas où dormir. S'ils peuvent avoir de quoi dormir, c'est aller trouver un peu un logis vers Pomakelele, dans des quartiers un peu difficiles. Ou quand on dort, on n'est pas sûr de se réveiller parce que dans la nuit, avec une pluie diluvienne, nous voyons ça, toute la famille est emportée dans une pluie diluvienne. Vous avez des gens, et mes condoléances à vous personnellement, vous avez des gens qui peuvent, comme ça, dans une insouciance la plus totale, être décimés parce qu'il y a eu l'incendie. Et cet incendie, c'est parce que la SNEL, il n'y a pas de normes de sécurité. Voyez-vous, vous avez chacun qui se réveille, il met les câbles, et puis les gens vont mourir, et les gens vont continuer à rigoler. Vous voyez un peu quand je suis dur, c'est parce qu'ici, on rigole avec la vie des gens. Ailleurs, quand vous touchez à la vie de quelqu'un, c'est grave. Voilà. Donc, vous risquez maintenant de me dire que j'ai fait l'émotion. Non. Je suis en train d'inviter mes compatriotes à être une gravité. Maintenant, revenons
à ce qui est technique. Se conclut, il est traître de la nation. Sur- Alors, au pénal, vous avez dit en une minute, vous pouvez nous prouver qu'au pénal, les infractions sont établies, quand on sait que d'autres avocats disent qu'il n'y a aucune infraction jusque-là et que M. Kamere serait retenu simplement pour des raisons politiques. Non, voilà. Au regard des éléments du dossier, qu'est-ce que l'on a pu voir? L'on a pu comprendre que l'infraction est établie. Maintenant, on demande de démontrer que cette infraction est établie. Donc, l'on voudrait qu'on puisse démontrer que on a volé dollar par dollar jusqu'à 57 millions ou à 66 millions. Ce n'est pas ça la question. En droit pénal, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, et on dit en droit pénal, le raisonnement s'arrête là où la loi devient claire. Mais à partir du moment que le comptable public dit que moi, j'ai amené en liquide, espèce sonnante et trébuchante, 1 million, quelque chose, sur ordre du prévenu Kamere. Il ne les conteste pas. Et j'ai affecté ça sur ordre du prévenu Kamere. Et donc, on va demander, mais montrez-moi que moi, Kamere, j'avais l'argent en main. Non, le problème, ce n'est pas d'avoir l'argent en main. L'argent en main, c'est que c'est une possession matérielle. Mais en droit, on peut avoir une possession virtuelle parce que vous êtes donneur d'ordre. M. Bossembe, assis dans son bureau, peut commander 1 million de dollars qu'on va les donner à sa femme, qui ne sait pas quoi en faire, qui va dire que j'ai gardé. On garde l'argent, on ne sait pas quoi en faire dans ce pays, par une dame. Bon, elle garde l'argent, elle ne sait pas quoi en faire, pendant que nous nous mourrons de faim. Et au final, il va aller déposer ça à la banque, comme ça, en espèces, pouf, sonnante et trébuchante. Bon, nos banques encore, c'est une autre question. Alors, voyez-vous, donc on est donneur d'ordre. Et l'infraction, on a l'élément matériel et on a l'élément intellectuel. Et le détournement, c'est quoi? C'est ordonner une destination qui n'a pas été prévue. Donc, en l'espèce, c'est qu'on a ordonné un libellé non prévu. 1 million de dollars, c'est allé où? C'est ça le détournement. C'est le fonds public. C'est sorti. C'est allé où? Qui doit répondre à cette question? C'est Kamere, monsieur, donneur d'ordre. On tente maintenant à vous dire que c'était bien fait, les contrats. Non, écoutez, en droit pénal, il y a le principe d'autonomie du droit pénal. Au plan civil, tout peut être bon. Au plan administratif, tout peut être bon. Mais l'infraction est là. Alors, si on va dans la logique des ordres, Oui. M. Kamere a dit ceci, par exemple, que je mourrai avec les annotations du chef de l'État. Il a dit qu'il mourra avec ça, il ne voudra jamais parler pour ne pas salir l'honneur du président. Alors on se pose la question, c'est pour ça que j'estime que c'est un petit malin et que ce n'est pas bon pour lui. Comment ça, pas bon pour lui? Non, parce que Kamere, c'est un homme politique. Et comme homme politique, c'est pour ça, quand je parle de Kamere, bon, je le cite, bon, on va vous dire, mais le procès est en cours, on ne commente pas le procès en cours. Je mets tout avocat congolais, tout magistrat, tout juriste congolais à défi de venir me dire la règle qui dit qu'on ne commente pas un procès en cours. Comment on ne peut pas commenter un procès qui passe en cours, qui est un fait divers de la société? Et qui un fait qui fait que la société se construise. Et vous venez nous dire, nous imposer un silence, ben, on est esclave mental ou quoi? Alors. Donc on commente. Alors, vous étiez en train de dire que... Alors, je dis qu'il est petit malin. Il est petit malin en ce que il voudrait entretenir dans l'opinion publique qu'il a agi sur ordre du chef de l'État. Voilà sa ligne de défense. Il est dit clair. Vous prenez l'article 28 de la Constitution. Nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. C'est la loi. C'est du droit pénal. À supposer, parce qu'il ne faudra pas qu'on soit dans les mythes. Nous sommes dans un pays de mythes. Où on va dire qu'il y avait eu les accords de Nairobi qu'on ne verra jamais. Quand Mosé Kabila est arrivé, les accords de l'Émirat, il y a eu des guerres. Ngwanda va vous dire, j'avais les secrets avec Mobutu. Il fallait attendre 30 ans pour qu'il commence à nous parler des secrets, qu'on commence à suivre. Ça, c'est des histoires un peu, allez, excusez-moi. Vous vous attaquez à Ngwanda, on va prendre ça après. Revenons sur la question. Je suis en train de m'attaquer à ce que l'on veut faire entretenir comme mythe. Je reviens sur la question. On a toute une Alors, sur une question maintenant que vous posez. Pour terminer d'ailleurs sur la question des Kamere. Alors, M. Kamere dit ceci, j'ai des annotations. Du chef de l'État. Je mourrai avec. Et il accepte qu'il peut mourir pour les secrets d'État. Oui. Mais il ne peut pas se refuser de mourir pour l'honneur du chef d'État en se refusant de donner de l'argent sans contrôle parce qu'il a créé une commission. Et la question qui est posée, c'est quoi? Bon, mais moi, je n'ai pas trouvé les contrats étaient de Bitakwira.
Mais est-ce que moi, Kamere, quand j'arrive au pouvoir, est-ce que oui ou non je suis tenu aux engagements du gouvernement précédent? Par principe, oui, parce qu'on dit continuité. D'ailleurs, ils disent mal continuité de l'État. Ça, ce n'est pas continuité de l'État. C'est la continuité des engagements d'un contrat. Ça, ce n'est pas une continuité de l'État. Donc, la question qui se pose, est-ce que je suis tenu ou pas? Oui, je suis tenu. Mais de quelle manière? Je ne peux exécuter un contrat que quand il y a un équilibre économique. Sinon, c'est un contrat léonien. Moi, j'arrive, je trouve un contrat où il y a lésion. L'État n'a pas de contrepartie. Est-ce que je suis tenu d'exécuter ce contrat? Non, je ne peux pas l'exécuter. C'est pour cela qu'on parle de révisitation, principe de révision des contrats. Est-ce que Kamere pouvait-il demander à révisiter le contrat s'il a été mal négocié par ses prédécesseurs? Oui, il le pouvait. Mais pour le faire, il fallait qu'il prenne les experts. Sauf que lui, il prend qui? Il prend ses frères et tous ses experts sont des gens de Walungo quelque chose, n'est-ce pas? Et les experts, il faut être né seulement dans un village de Kamere pour pouvoir être expert à la présidence. Et cela, il faut condamner. Pourquoi? Parce que nous devons être une république de méritocratie. Où on est né dans un village de l'Équateur de Kasaï, où on ne connaît personne, mais parce qu'on est allé à la faculté, par ses mérites, on est admis comme Bosembe expert. Voilà la république. Mais on ne peut pas devenir expert parce qu'on est né par hasard de la nature dans une même famille que Kamere, dans un même village que Kamere. Et quand on devient expert, au lieu d'examiner si oui ou non, c'est la première question qu'il fallait se poser. Oui ou non, on devrait continuer le contrat Bitakuira. Et pour cela, il fallait examiner l'équilibre économique de ces contrats. S'il est déséquilibré, nous demandons sa révisitation. S'il est très déséquilibré, nous disons ça ne nous intéresse pas ces contrats et donc nous n'allons pas les continuer. Vous savez que tout contrat où il y a l'État, ça s'appelle contrat administratif. Et dans un contrat administratif, l'État n'est pas toute une personne comme toute autre. Il a ce qu'on appelle les prérogatives de la puissance publique. Et donc l'État a beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, exiger que les contrats ne soient pas exécutés. Et en même temps, vous souleviez cette question très importante. Je vous ai suivi dans une émission. Pourquoi tous les marchés, c'est entre les mains des étrangers? Où sont les entrepreneurs congolais? Alors, pour donner dans un marché de gré à gré, peu importe, c'est un débat inutile. Est-ce qu'appel d'offres, ce n'est pas ça la question? La question, on a passé un marché de gré à gré. Mais alors, quel est le choix de Djamal? Pour que Djamal ait ce marché-là, lui doit avoir au moins à préfinancer le marché, à la hauteur au moins de 30%. C'est pour ça que les Congolais, comme ils n'ont pas leurs capitaux propres, ils n'ont pas accès au marché. Mais si maintenant vous donnez à Djamal, qui ne préfinance rien, même pas 1 euro, vous lui donnez 56 millions, pourquoi alors on passe par lui? On aurait donné un Congolais. Même à vous, ouais. monsieur Bosembe, on vous donne 56 millions, vous êtes intelligent, on vous dit, allez pour la République en Turquie, prendre les maisons préférées. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose que ça? Alors, vous allez dire, les gens là, qui devraient maintenant examiner les contrats, dans leur commission, une commission où ils ne se sont jamais croisés, où ils se remettent en cause, ils ne se sont jamais vus. L'unique expert que j'ai pu retenir dans cette affaire, c'est un expert de village de Kamere qui dit sa mission était quoi? D'aller attendre le président de la République à Kanchach pour lui présenter des maisons. Donc, contrôler le chantier. Voilà nos experts à la présidence. Voilà, donc vous avez compris que Kamere n'était pas tenu d'exécuter ce contrat-là. Et tous les débats là sur des contrats et consorts, c'est un débat inutile parce qu'on peut administrativement avoir tout bien fait et civilement tout bien fait, mais au nom du principe d'autonomie du droit pénal. Il parle du chef de l'État. Alors, maintenant, pour revenir au chef de l'État, je vous ai dit, que ça ne tient pas. Parce que, quand bien même par hypothèse extraordinairement impossible, le chef de l'État ait demandé à Kamere d'aller voler. Est-ce que Kamere est-il tenu de voler parce que le chef de l'État lui a demandé de voler? La réponse est non. Je vous donne l'article 28. Et au pénal, on dit nul n'est censé exécuter un ordre illégal. Première considération. Deuxième considération, et j'en ai fini. Quand je parlais des mythes que Kamere veut créer dans l'opinion, Kamere dit, j'ai des annotations, quand je parlais de Ngouan de Consort pour des choses secrètes, j'ai des annotations, je vous les donnerai en secret. Mais dans l'opinion, on retient que Kamere a des annotations. Or, Kamere est tenu de se défendre. Parce qu'au pénal, on risque quoi? On risque tout ce qu'on a de plus cher, sa liberté, sa vie. Kamere, il devait devenir président de la République. Mais Félix Tshisekedi dit, même si tu es mon proche, même si tu es mon père, ma mère, mon frère, je te lâche. Lui-même est libre.
Kamer devrait maintenant dire que s'il veut lâcher Félix, c'est le moment. Et donc, il devrait sortir des annotations. Mais il dit, je vais vous donner ça en secret. Mais ça n'aura aucune valeur pour sa défense. Vous savez que cette annotation n'est valable juridiquement que si ça a été soumis au débat. S'il donne en secret, le juge va écarter parce que ça n'a pas été soumis au débat. Et je trouve aussi un élément qu'il faut corriger vite. Je vois les avocats dire, oh, mais procès équitable parce que vous avez produit une pièce et que cette pièce n'a pas de cachet, n'a rien. Non, ça, ce n'est pas un problème de principe de procès équitable. Ça, c'est le principe du contradictoire. Ça veut dire toute pièce qu'on produit doit être soumise à la contradiction de l'autre. Mais quelle est la valeur d'une annotation du président de la République? Sa valeur juridique, quelle est laquelle? Ben, c'est une annotation. En matière pénale, on va considérer que est-ce qu'il était donneur d'ordre. Mais en matière administrative, ça veut dire que le président de la République donne des orientations. Et quand il donne des orientations, ben, écoutez, le Caméré qui est dans une position au plan administratif, ça veut dire qu'il est subordonné au chef de l'État. Il est tenu de suivre ses orientations. On utilise une vidéo aujourd'hui où le président de la République parle de ses travaux de son jour. Où le président dit, j'ai ordonné les travaux de son jour, j'ai ordonné qu'il y ait de la construction de maisons, j'ai ordonné. Est-ce que ça suffit pour inculper le président de la République? Non, mais déjà, écoutez, il y a un droit pénal, parce que nous devons rester sur des principes. Alors, ça m'étonne que deux gens qui sont avocats, magistrats, quand ils soulèvent le débat, on a l'impression qu'ils parlent un peu des histoires émotionnelles, comme si c'était l'histoire de la rue. Le procès se conduit sur des principes scientifiques. Alors, ce que les gens disent là, ça doit être traduit par les professionnels en termes juridiques. C'est comme quelqu'un dit, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. On lui dit, non monsieur, tout ce que vous souffrez, vos plaintes là, c'est la malaria. C'est ce qu'on appelle la qualification de fait. Alors, quand on dit le président a ordonné, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que la ligne de défense, c'est qu'on agit sur l'ordre du président de la République. Je viens de vous dire qu'en matière pénale, on ne peut pas se défendre en disant j'ai agi sur l'ordre. Parce que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Comme Caméré intelligent, si l'ordre est illégal, il doit le savoir. Si le président lui dit va voler, il est tenu de refuser. Donc il n'y a pas de débat. Alors, deuxième chose, il y a la notion de ce que l'on appelle agir hors mission. Voilà que M. Bossembe envoie son chauffeur d'aller à Kitambo. Le chauffeur arrive au niveau de Mandela, il prend la direction de Bandal et l'accident survient. Est-ce que M. Bossembe est-il tenu civilement responsable? Le monsieur a agi hors mission parce qu'il n'était pas dans la destination, dans le chemin du travail. Donc le contrat de travail ne peut pas le couvrir, il est allé hors mission. Si Caméré maintenant, le chef de l'État a bien fait, il faut l'acclamer, ce monsieur. Ce monsieur arrive. Bon, il n'y a qu'ici qu'on ne voit pas des choses là comme ça. Mais quand on voit de l'extérieur, dès que le président de la République est arrivé au pouvoir, moi je fais les droits des étrangers. Devant là où les Congolais demandent les papiers, on dit mais vous demandez encore les papiers, pourquoi? Parce que la démocratie est arrivée chez vous. Et aujourd'hui on voit que le chef de l'État, depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois qu'on poursuit un directeur du cabinet. Quel est le symbole que ça envoie? Il ne faut pas qu'on reste sur les faits. Le symbole c'est qu'on doit mettre fin à l'impunité. Et cela libère les juges, les policiers. Il n'y a plus le trafic d'influence. Vous venez aujourd'hui à l'aéroport, sur la route, on vous demande les papiers, vous n'en avez pas. Vous dites, est-ce que vous me connaissez, je suis le frère du président? On vous arrête. Ces histoires-là ne fonctionnent plus. Vous voyez que dans moins d'un an, à mon avis, le président de la République a réussi des grands chantiers, a reçu des grandes réformes, mais qu'il faut amplifier, accompagner. Et consolider. Alors, comment voulez-vous, pour comprendre la femme de Vital Kamerhe, qui estime, par rapport à la question du bâtonnier Kogo Kayodi, elle dit qu'elle n'a pas fait un virement, elle a plutôt fait un dépôt. Et que le dépôt sont revenus de l'argent qu'elle a reçu lors de leur mariage. 800 000 $, 30 000 €, 10 000 francs CFA, 4 véhicules, des bijoux, et elle dit, je vous épargne les détails. Tout le monde ne saura jamais c'était quoi les détails en question. Et donc, elle parle de ces choses. Elle dit qu'elle a commencé les affaires depuis... Ça fait très longtemps qu'elle est aujourd'hui dans l'immobilier, qu'on ne peut pas le lui reprocher et que la banque aurait fait ça quand elle n'était pas là. C'est la banque qui a placé l'argent, ainsi de suite. Alors, est-ce que la défense de Mme Amida cloue Kamerhe ou la défense de Mme Amida disculpe de plus en plus Kamerhe?
Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a retenu quand on a vu la famille Kamere défiler? On commence par sa fille. C'est regrettable qu'on puisse amener la fille dans des choses comme ça. Mais c'est une fille adulte. Et donc, elle est majeure. Il ne faut pas qu'on joue sur la cible, sur la fibre sensible. En principe, Mme Soria ne devait pas être témoin. Devait être prévenue. Comment ça, prévenue? Elle n'a rien fait. La parcelle porte son nom, mais elle comprend rien. Elle est étonnée. Elle apprend qu'il y a une parcelle en son nom. Très bien. Ça, c'est la défense que l'on dit. M. Bossembe apprend qu'on lui a fait un don. Et il n'est pas d'accord avec un don. Et M. Bossembe est un juriste. Et la fille Kamere fait Paris-Versailles, une université à Paris, et en droit. Elle apprend, comme elle l'a dit... C'est une grande université. C'est une très grande université. Bon, en France, il n'y a pas de petites universités. Bon, j'ai suivi les débats de ce que là on achète des diplômes, là on n'en achète pas. Il faut que dans ce pays-ci, que nous ayons des universités, qu'on soit accompagnés. Ça, c'est en Suisse, on n'achète pas les diplômes. Ah, bah, ici, on parle de points sexuellement transmissibles, on parle de... Non, 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 écoutez. Mais en Grèce, il paraît qu'on achète les diplômes. Ah, vous parlez de la Grèce, ça c'est très bien parce que nous étions... Vous savez, pour ceux qui ont fait latin, on dit « Quid timero danaos et don afferendos ». Quoi qu'il en soit, je crains les Grecs, même par leur offrande. Donc, comme par hasard, et comme on est en pénal, moi j'ai eu un prof du pénal qui me disait « Attention, tout doit vous interpeller. Quand vous êtes face à un Écossais, sachez qu'un Écossais ne paye pas ses dettes. Donc vous devez le juger en fonction de culturel. » Comme par hasard, vous me parlez de la Grèce et Kamere serait ami des Grecs. Et donc, il nous habitue des dons. Il aurait dû se méfier des dons parce que Jamal lui a fait un don. Et on dit, quoi qu'il en soit, s'il allait en Grèce, c'est un adage connu. Lors de la guerre de Troie, il y a un cheval, on dit, introduisons ça, le vieux sage dit non, ce n'est pas un cadeau de Dieu ça. Quoi qu'il en soit, je crains les Grecs même par leur offrande. Quoi qu'il en soit, Kamere aurait dû craindre Jamal par ses offrandes. Et il dit pour sa fille que j'ai envoyé mes services interposés, vérifier quand j'ai appris qu'on avait donné une parcelle à ma fille. Bah, parce que le conservateur dit qu'il y avait le contrat, qu'il y a même le contrat qui est établi sans soubassement, on va y en dire un mot. Donc, on a dû faire rapport à M. Kamere qu'on a trouvé que sa fille avait un contrat avec Jamal. Et Kamere, qui lui est en charge de marché public, ça s'appelle la collusion. Ça veut dire que quand vous êtes en charge de marché public et que vous donnez à un de vos proches ce marché-là, il n'y a pas intérêt objectif parce que l'idée c'est la concurrence. L'idée c'est que l'administration marche sur l'objectivité, pas sur le favoritisme. Mais vous ne pouvez pas donner un marché à quelqu'un puisqu'il a donné une parcelle à votre fille. C'est là la corruption. Alors Kamere dit, mais moi, cette parcelle-là, ça n'a jamais été donné à ma fille. J'avais envoyé quelqu'un, mais quelqu'un est allé, il a découvert les cadavres. Les cadavres, c'est quoi? Il a découvert qu'effectivement, il y avait un don. Kamere, qui est un homme de public, aurait dû se méfier de Jamal. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas d'accord, M. Bossembe, j'ai parlé de M. Bossembe, juriste, j'ai parlé de la fille de Versailles, qui dit que j'ai appris ça par réseaux sociaux. Tu apprends qu'on t'a donné un don. Et tu n'es pas d'accord avec ces dons. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'annules. Mais comment elle allait annuler? Parce qu'elle dit que c'était des réseaux sociaux et qu'il n'y avait pas de preuve. Mais Kamere parle avec sa fille ou pas? Apparemment, c'est une famille soudée. Oui, mais alors la fille était... Kamere dit qu'il en a parlé à la mère. Est-ce que la mère n'en a pas parlé à la fille? Oui, parce que la fille a dit qu'elle n'a jamais entendu parler. Non, mais est-ce qu'on en a parlé en famille? Oui. C'est ça la question. C'est une très belle question, mais qui n'a jamais été élucidée. Bon, est-ce que la fille était tenue de venir annuler? Kamere qui aime bien sa fille, pour l'honneur de sa fille. Bon, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que s'il avait envoyé, c'est pour protéger sa fille. Kamere, il lui suffisait d'un seul mot. Un seul mot. Pas plus. Un. Même pas mot. Un seul coup de fil. Pour que tout soit annulé. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jamal dit qu'on a fait le contrat, les conservateurs des titres immobiliers, on l'a fait au bureau de l'État? Non. On l'a fait où? À la maison de Jamal. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben parce que c'est sur ordre du ministre. C'est le ministre qui s'est chargé lui-même. On sait combien de gens ont la chance dans ce pays. Pour faire les certificats d'enregistrement, j'étais avocat du conservateur des titres immobiliers en 2000, M. Mabaya.
c'est un parcours du combattant. J'étais avocat du conservateur. Pour avoir un certificat, c'est un parcours. Mais vous avez maintenant des gens qui ont les certificats le même jour et l'administration se transporte chez Djamal. Vous voyez comment on se moque de nos fonctionnaires. Est-ce qu'un un petit Libanais dans son bureau. Est-ce qu'un Congolais peut faire ça au Liban? Ben, l'administration du Liban peut venir chez lui au bureau, à la maison. Monsieur Boussembe, depuis que je suis confiné ici, j'ai dit Dieu merci que je sois confiné ici. Et depuis, j'ai nourri un esprit. Mon esprit que j'ai nourri, est-ce que je peux devenir Marine Le Pen du Congo? Vous allez dire xénophobie, mais tous les pays occidentaux ont leurs gens d'extrême droite qu'on dit xénophobes. Mais pourquoi? C'est parce qu'au nom de souveraineté, ils protègent les territoires. Mais il n'y a que les pays africains où il n'y a pas de Marine Le Pen. Hein? Ça n'existe pas. Donc, quand vous êtes à l'étranger comme nous autres, j'ai beau être avocat, mais je marche, je sais que je suis étranger, je ne peux pas me permettre des choses. Mais ici, vous avez les petits étrangers qui prennent les téléphones dans leur bureau, dans ton pays, ils disent je vais te faire arrêter. Et ils ne rigolent pas. Tout de suite, il va appeler un général et tout de suite, il y a les policiers. Et les policiers vous frappent face à un petit Libanais avec nos frères et sœurs qui travaillent et qui n'ont pas de salaire. Et quand ils veulent lever le ton, les policiers ils viennent les frappent et ils sont cherchés du boulot. Il n'y a pas de... C'est pas possible. C'est révoltant, c'est Nous vrai. sommes tenus en esclaves. Donc, vous comprenez que ce monsieur-là qui fait le théâtre, le vieil homme, malgré son vieil âge, mais c'est ce vieil âge, il veut s'appuyer sur ça, vous parlez de son fils. Mais ce vieux-là, dans son petit bureau, et vous avez suivi son fils, qui dit qu'il fait le commerce de voitures, mais il n'y a pas de société, ça veut dire les COP. Et l'État ne gagne rien. Et ce monsieur-là est en mesure d'appeler dans son bureau un conservateur des titres immobiliers, et une fois que les documents sont terminés, c'est l'assistante du ministre qui vient chercher, quel privilège, tout un État autour de ce vieil homme libanais qui s'est enrichi chez nous sans qu'il justifie ce qu'il fait, parce que l'argent, il prend et dit qu'il a envoyé chez lui. Bon, voyez-vous. Donc, le ministre des Affaires foncières, qui doit être poursuivi, c'est monsieur. Ah bon? Mais parce qu'il a commis le faux. Comment ça, il faut? Ben, si l'on admet que la fille de Caméré, il y a un contrat sans qu'elle ait donné son accord, sans qu'elle ait été là, ça veut dire la République, parce que en matière foncière, on n'a que les droits de jouissance, les contrats entre la République et les bénéficiaires. Donc la République a signé un contrat avec un fictif. Ah ben, alors, mais c'est très dangereux, c'est très grave si la République peut signer un contrat avec un fictif de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a jamais existé. Mais eux-mêmes le disent. Massaro dit que, bon, les noms qui m'est venu en tête, c'était de Soréa. Bon, les noms. Vous avez déjà vu, il y a des fonctionnaires qui travaillent, comme mon père qui était un enseignant. Il est mort à 94 ans. Il a bien vécu. Bon, il a bien vécu. Il était enseignant de l'école primaire. Lui-même disait qu'il était primérien. Je lui dois tout. Bon, heureusement que c'était au village. Il a pu avoir ses lopins de terre, ma maison familiale. Mais plus vous tapez sur la poitrine, vous touchez le micro. Excusez-moi. Ouais. Bon, je tape sur la poitrine parce que je parlais de mon père, ça me touche au cœur. Imaginez-vous, à travers lui, je vais parler de ces fonctionnaires qui sont ici à Kinshasa. Et vous savez qu'il y avait une chanson quand j'ai grandissais, que la femme des fonctionnaires manque même de Matembele. Donc un fonctionnaire va mourir sans avoir eu un lopin de terre. Et donc, la terre, c'est tout ce qui est plus précieux pour un homme dans sa vie. Et quand on vous pose la question, au nom de qui voulez-vous commettre votre parcelle? Tout homme dit soit à sa femme, au nom de sa femme ou ses enfants. À la limite, ses frères, à la limite. À la limite des frères. Et il pose la question de sécurité et de l'avenir. Mais voyez-vous que vous avez Massaro qui vous dit, j'ai donné le nom comme ça, pour une parcelle à Gombe. Et vous avez le ministre des Affaires foncières qui intervient pour qu'on établisse les contrats sans soubassement. Et le ministre est sous l'étiquette de qui? Parce que s'il pourrait être ministre, il faut autorité morale. Qui est l'autorité morale de ce ministre? Et vous avez le maître orchestre, c'est M. Caméré quand même. Alors, et vous avez ce M. Caméré qui vous dit, quand je suis arrivé, j'ai demandé qu'on annule tous les contrats au niveau du fleuve. C'est son ministre qui dépend de lui, qui était à charge de ça. Il dit, je demandais. À qui il a demandé? Est-ce que ça a été annulé? Et le ministre répond à un coup de fil de Caméré, il fait, il s'exécute. L'impression donc qu'on a dans ces procès, c'est quoi?
M. Kamere était un tout-puissant. Et on se demande quelle aurait été la République si M. Kamere devenait président en 2023. Parce que voyez-vous, ces messieurs, ses frères, ses cousins, les gens de son village, l'argent sort sur... il neutralise toute une administration dans les principes budgétaires. Hein. Il y en a 4, l'ordonnancement, les paiements et consorts. Tout ça, ça n'a pas existé dans la transparence république. Alors qu'il est économiste, il maîtrise bien ça. Hein. Il a bien démontré. Mais sauf que ce qu'on oublie, M. Kamere, quand il arrive au pouvoir, première chose, c'est qu'il neutralise tout ça. Il concentre le pouvoir entre ses mains. Et ce qu'on a aujourd'hui, même les conseillers qui se défoulent, aujourd'hui, ils sont heureux que Kamere soit là-bas parce que, eux, si tu n'es pas de Walungu, tu n'as pas de mission. Donc voilà, ce monsieur était comme ça. Alors voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de M. Kamere, ce que nous sommes en train de dire, c'est que plus jamais qu'il y ait... Mais c'est Amida qu'on devait terminer sur le dossier d'Amida. Ouais. 800 000 $ de cadeaux de mariage. Elle a cherché à mettre la main sur son mari pendant plus de 4 jours. Son mari n'était toujours pas disponible. Et puis après, son mari lui dit, bon, fais avec ce que tu veux, quoi. Il s'agit comme de... 800 000, hein. Vous savez, M. Boussembe, c'est que... Bon, vous savez, Dieu merci, enfin, pas Dieu merci, j'ai beaucoup de remords et j'en parle avec beaucoup plus de gravité parce que je vis dans un pays où on ne peut plus, un enfant ne peut plus pleurer de faim. En France, un enfant ne peut. Il n'y a plus de faim en France. Ça, qu'on se le dise. On ne meurt pas de faim. On donne à manger dans la rue. Mais ici, vous avez des gamins qui meurent de faim. Je croisais il y a 3-4 jours une dame qui attendait bébé et qui avait une petite fille de 3 ans entre ses mains. Elle venait de Binza Ozone. Je l'ai croisée à Lingwala. Elle cherchait comment faire le ménage pour qu'elle ait de quoi nourrir sa fille parce que le père de la fille est à la Tchikapa depuis des années. Confinement, il n'est pas là. C'est pour comparer. Au même moment, vous avez une dame qui a 800 000 $ qui ne sait quoi en faire. Et c'est la femme d'un opposant qui critiquait et qui voulait changer le pays. Voilà, c'est ce qui est plus important. Et vous avez cette dame-là qui vous dit, je suis allé, comme je ne savais pas quoi en faire. C'est une dame très intelligente. Mais ce qui est comme son mari, hein, on dit qu'elle est belle, elle est intelligente. Mais au pénal, ce qui est triste, c'est qu'elle est amnésique sur l'essentiel. Très bien. Elle est amnésique parce qu'elle ne sait pas quelle est la fille avec qui il travaille, à qui il donne 400 000 pour aller déposer dans un compte sans savoir là où elle habite. Elle est amnésique parce que là, elle ne se souvient plus de son titre de commerce. Et donc, voilà. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est que vous me demandez, est-ce que ça a les rapports avec Kamere? Non. Quand on est poursuivi comme ça, on appelle indice de richesse. Autour de Kamere, Massaro, Soreya, il y a indice de richesse alors qu'il est poursuivi pour l'argent. Et donc, autour de lui gravite l'argent. Très bien. Et ça fait entraîner l'intime conviction. Et en fin de compte, j'en ai fini par là, si vous me permettez. Terminons. Parce que nous parlions de leçons à tirer. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est qu'il ne faut pas que le pouvoir soit en relation, c'est ce qu'on appelle les showbiz, les bling-bling. Sarkozy a perdu le pouvoir sur ça. Kamere, vous allez le trouver dans la musique, vous allez le trouver avec les amis, le végétariat. Et le Congo, aujourd'hui, tout le monde qui arrive au pouvoir, c'est ce qui pousse au détournement. Il y a un Covid qui a immigré dans le milieu, qui est né dans le milieu musical et qui a immigré maintenant dans le milieu intellectuel et politique. C'est quoi? Être grand prêtre. Ce qui fait que Kamere finira par être arrêté. Ben parce que, à mon avis, alors maintenant, il faudra qu'on puisse dire tout de suite que pour M. Djamal, à mon avis, il faut qu'on réqualifie l'infraction. Parce que M. Djamal, il faut qu'il soit poursuivi, pas pour détournement, mais pour abus de biens sociaux. Parce que l'argent lui a été payé dans ce cas d'un contrat, mais comment il l'a utilisé en société. Il faudra, et rapidement, et c'est pour cela, moi je me propose, en tant que citoyen congolais, sur base de l'article 67, je crois, de la Constitution, parce qu'au procès là, où sont les citoyens congolais? Il n'y en a pas, il faut que nous, citoyens congolais, nous soyons comme partie civile. Et vous vous constituez en partie civile? Je vais me constituer partie civile, je demande aux Congolais de se constituer partie civile parce que l'article 67 dit que les Congolais doivent veiller à leur propriété. Et donc demain, vous serez au procès? C'est déjà demain. C'est déjà demain. Je vais regarder au greffe là pour que je me constitue partie civile. Très bien. Mais attention, mais il faut une réforme parce que vous parlez du grand marché. Au Congo,
il n'y a pas ce qu'on appelle class action. Ailleurs, on a déjà admis ça. Ça veut dire que au nom d'une association qui défend, par exemple, le patrimoine de l'État, cette association peut se constituer par civil parce qu'il y a intérêt. Très bien. Bon, donc, je vais le faire, on va me débouter, on va me dire qu'il n'y a pas d'intérêt, mais pour provoquer ça, je me constitue partie civile et je demande, citoyens congolais, où sont les citoyens congolais? On nous vole, on nous pille, on nous tue, mais il n'y a pas les Congolais. Où est les Congolais? Est-ce qu'au procès là, vous avez vu les Congolais? Vous avez vu l'État, mais l'État, ce n'est pas les Congolais. Et les confrères qui défendent l'État congolais. Mais Kamer, c'est un préposé de l'État congolais. Donc l'État congolais a commis aussi des fautes dans ce procès-là, parce que l'État congolais a permis de donner d'argent. Bon, donc il n'y a pas les Congolais. Est-ce que Kamer sera condamné? Ben, écoutez, je ne suis pas proche du dossier. De ce que j'ai vu, j'entre dans l'intime conviction que la réponse est oui, et que je pense que le juge... En moyenne, faire combien de temps de prison? Bon, ça c'est le juge qui apprécie la peine. Mais si vous étiez juge, il ferait combien de temps de prison? Non, j'ai juré de ne jamais être juge, parce que j'ai un avocat, et je mourrai avocat. Mais je ne serai jamais juge. Dans la fiction, vous savez, quand j'en parle comme ça... Sa peine, c'est combien, en fait, selon vous? Bah, on parle de maxi 20 ans, et puis l'autre infraction, mais il y aura cumul, hein, sur toutes les infractions, parce que le principe c'est cumul. On regarde, on prend la peine la plus forte. Donc vous voyez ça combien d'années? Bon, ce qui est plus grave pour lui, c'est l'inéligibilité, parce que l'infraction, s'il est condamné, c'est ça ce qu'il faut redouter. Ce qu'il faut redouter. Donc, vous croyez-vous, alors je voulais quand même dire que, comme avocat, je prêtais serment pour être à côté des faibles. Et je crois qu'Amer est une partie faible. Si j'ai été plus grave et sévère, c'est parce que quand je mets ce qu'on appelle sur balance, hein, bilan de l'ensemble, entre les Congolais qui souffrent, un provenu, c'est pour ça que j'étais un peu grave. Mais quand je porte ma robe, quelqu'un qui est provenu, qui est délinquant, parce qu'Amer c'est un délinquant, il est pathétique. Et à ce moment-là, on a à lui prêter la voix. Donc voilà un peu. Kamer est délinquant, Kamer est traître de la nation, Kamer est pathétique. Quel est le tout dernier qualificatif que vous lui donnez? Et puis on passe. Alors il faut qu'on se précise sur ce qualificatif. Délinquant, c'est un terme technique. Quand on est devant un juge pénal, même si on est pape, on est délinquant. Ce n'est pas une injure. Si, on sait. Bon, non, c'est pour l'opinion. Pour l'opinion. Traître de la nation. Traître de la nation, quand on prive nos enfants du lait, on leur prive d'en manger. On prive nos enfants, nos entrepreneurs des capitaux. On trahit l'économie d'un pays, on est traître de la nation. Les traîtres, c'est parce qu'on est complice avec les étrangers pour piller le Congo. Très bien. Alors, on va terminer. Je crois qu'on va terminer cette émission. On aurait pu parler des Zando, mais vous avez peut-être voulu ramasser ça aussi, en tout ça. Vous avez parlé tout de suite de Ngwanda. Mais je dois vous le dire aussi que Ngwanda estime que le procès son jour est une vaste escroquerie. C'est une sorte de trompe-l'œil. Parce que pendant qu'il y a un procès ici, selon Ngwanda, le Congo est vendu et nous sommes sous occupation rwandaise, zambienne, ainsi de suite. Et donc Ngwanda appelle aux Congolais de se réveiller et de chasser Chilombo au pouvoir. C'est comme ça qu'il dit, hein. Moi je répète juste ce mot, Chilombo et Kanambe. Et donc il faut chasser Chilombo et Kanambe pour redonner au Congo la fierté du Congo. Vous savez, M. Ngwanda, c'est un homme extrêmement dangereux. Comment ça, dangereux? Je vais vous le démontrer. Le 16 février, je ne sais pas encore, 2000, non, nous sommes en 90. 16 février 90. Il y a fermeture de la conférence nationale. La démocratie dont on parle aujourd'hui, c'est la conférence nationale. Bon, alors, tous les pays de l'Afrique, bon, avec la fin de la guerre froide, on dit on se met sur le champ de la démocratie. Ngwanda envoie, et j'étais dans la marche. Il envoie les militaires, on tue les chrétiens. Rappelez-vous, il y a eu le massacre des chrétiens. Mais il y a les rapports de la CNS qui l'avaient disculpé. Je vais y arriver. Ngwanda demande qu'on tue les chrétiens. On peut en discuter. Mais qu'on n'est plus très dangereux, en ce que ce monsieur, sa dangerosité, c'est d'entretenir un homme qu'on allait lapider. Et à jamais, il ne devait plus parler. Il devait mourir et être enterré, non pas physiquement, mais il devait être emporté
avec Mobutu. Encore faudra-t-il que Mobutu il a encore du bien à retenir. C'est Ngwanda? Oui, Ngwanda devrait se taire définitivement. On devrait le lapider. Lapider, ne plus jamais parler. Mais sauf que malheureusement, Ngwanda, c'est celui qui malheureusement, vous savez, les gens comme ça reviennent, comme les survivants. Ils vous disent ce qu'ils ont vu dans l'au-delà. Et cela entretient une mémoire comme ça. Et quand je dis dangereux, je mesure de quoi je vous parle. Je suis à Aubervilliers. J'assiste un client proche, n'est-ce pas, qui était venu assister au meeting du président de la République. Il y a des combattants qui l'ont crevé l'œil. Les combattants qui l'ont crevé l'œil. Et on a interpellé 2 combattants. Ils ont crevé l'œil à qui? À un de partis. Je tais son nom, mais il est venu suivre le meeting de Félix ou le discours du président de la République. Et quand on l'a aperçu, taliban, vous savez qu'on appelle les bouquets, tu appelles les balouba les talibans. Ok. Il faut, ça c'est xénophobe, hein? Il faut éliminer le Moloba et laisser les serpents. Bon. Ça sont des choses qui se disent, entretenues par des Ngwanda, des gens comme ça. Ce qui est plus important, les 2 interpellés qui étaient placés en garde à vue sont des grands combattants. Moi, je suis avocat de tous les combattants. Pendant qu'on se battait pour l'alternance, j'ai assisté Pacheli Mikobi, pour ne parler que de lui. Ces garçons ont pris le courage d'agresser Kalev, le tout-puissant Kalev, à Charles de Gaulle. On l'a mis en cellule. Les jours où je l'ai assisté, nous étions dans le meeting de Fayoulou. On nous apprend qu'il y a un Congolais. Il ne me connaissait pas. Je suis allé à 2 h du matin à l'aéroport de Charles de Gaulle. Je parlais avec les services de renseignement français au matin, 7 h du matin. Il a été libéré. Pacheli Mikobi, c'est celui-là qui avait frappé le vieux Kengo, Léon. Bon, vous comprenez que le combattant était extrêmement violent. Mais c'était pour exiger l'alternance. Une fois qu'on a eu l'alternance, j'ai dit à ces combattants, la guerre est terminée, il faut démobiliser les soldats qui sont les combattants à l'extérieur pour leur réinsertion. C'est pour ça que j'ai choisi maintenant de me battre pour ceux qui sont victimes de leur violence. Et donc, j'ai assisté une victime. Et ces 2 combattants qui sont restés, les gens de Ngwanda, qui sont restés pro-Ngwanda, ils disent aux policiers français que pendant que tu nous verbalises ici, tu nous verbalises sur ordre de Kagame, et il y a des écoutes. Kagame est en train de suivre l'audition. Et ils étaient convaincus. Le petit Français a dit, monsieur, vous pensez qu'ici en France, Kagame nous suit? Il dit, amenez-les à la cellule. On les a amenés à la cellule, on les a amenés directement au parquet. Et ils sont sous contrôle judiciaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils devaient être en détention, ils sont poursuivis et mis en examen. Vous comprenez que ça c'est Ngwanda qui liquide les gens comme ça. Alors maintenant où je voulais en arriver avec Ngwanda et en finir avec lui. Vous voyez que ce monsieur qui parle de l'occupation, lui qui dit qu'il a des renseignements. Monsieur Mobutu, c'est des notoriétés publiques aujourd'hui. On sait qu'il est mort de cancer de prostate. Est-ce que M. Mobutu pouvait être malade sans Ngwanda ne le sache? Ça veut dire que Ngwanda devait savoir que Mobutu va mourir. Et vous savez que pour prendre le Congo, la bataille la plus dure, c'était Kenge. Et vous savez que nous avions l'armée la plus puissante de l'Afrique. Mobutu, de son vivant, paix à son âme. Le petit Rwanda, nous marchions sur Rwanda dans moins de quelques heures. Sous Mobutu. Et Ngwanda était là, chef de renseignement. Il savait que Mobutu va mourir. Mais au lieu de s'organiser, de reprendre le pouvoir, Ngwanda ne l'a pas fait. Et il laisse les petits Kadoko avec leurs bottes, de ceux dont nous souffrons aujourd'hui, prendre le pouvoir et il fuit. Comment voulez-vous m'expliquer ça? Ngwanda, pourquoi, avec tous les militaires qu'on avait, vous savez... Mais il n'était pas commandant, il était chef de renseignement. C'est un peu comme si vous dites que pourquoi quand Kabila meurt, pourtant, pourquoi quand Kabila part, Kalev ne prend pas le pouvoir? Bah attends, c'est des choses différentes. Le pouvoir de Mobutu, c'était un pouvoir, c'était un système. Et puis Ngwanda, il dit que Ngwanda n'a jamais été titulaire, il était adjoint de Mokolo Apombo. Monsieur Christian. C'est ce qu'on nous dit. Nous n'aurons pas en Afrique un pouvoir aussi mieux organisé, aussi avec privilèges. En même temps, nous n'aurons plus jamais en Afrique une dictature aussi sanglante, plus grave, du genre de Kadhafi, du genre de Mobutu. Ça, Mobutu, diable qu'on pouvait dire de lui, mais aujourd'hui,
nous lui devons un acquis national, l'unité Mais nationale. en 18 ans, il y a eu beaucoup plus de morts qu'en 32 ans, et ça, vous le savez. Alors, ma question pour terminer, c'est que, en quoi est-ce que Ngwanda dit faux quand Ngwanda parle de la thèse de l'occupation? Vous dites qu'il est dangereux, on veut bien. Mais en quoi est-ce que c'est faux quand il dit qu'on est sous-occupé? En disant que des Congolais ne se retrouvent pas au sommet. Il y a plus de Rwandais dans l'armée, dans l'administration publique, dans beaucoup de choses. Quand il est dit, en quoi est-ce qu'il dit faux? Bon, voilà. Donc, je vais vous dire ceci. Alors, pour répondre à la première question, où je dis, ce qu'il dit là, il condamne. Si on avait organisé la prise des pouvoirs et la continuité de l'État, sachant que Mobutu mourait, l'AFDEL ne serait pas entrée. Et quand je dis ça, j'illustre ça par un petit propos simple, mais qui ne m'est pas d'une importance. Je suis à Lille, je pars chez mon coiffeur, et le coiffeur me dit, ah, maître, toi tu es encore ici. Félix venait d'entrer au pouvoir. Il dit, ah, Zambé, bino balou bozan dengenini. Tango Mobutu alaki na pouvoir, tout le monde ba généraux ya Équateur, tout le monde ba tomayele ya Équateur. Ba Swahili ba ju pouvoir, tout le monde ba tomayele ya ba Swahili, ba généraux ya ba Swahili. Balou ba ya bino ba tomayele, ba zawapi ba bino ba généraux ba zawapi. Je caricature, ce n'est pas ça. Donc il voulait me dire tout simplement pour lui parce que je suis dommage, je ne sais pas si on... Mais pas mon lingala, on sait voir d'où je viens. Mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas... Je parlais de l'unité de Mobutu, c'est pour ça que je devais. Donc, pour dire simplement que Ngwanda, avec le système Mobutu, et vous savez, quand le vieux Marshal prend son vol, les gens ont tiré sur son avion. Parce qu'il regrettait qu'il ne devait pas partir. C'était des vrais militaires. J'étais en prison avec les militaires du système Mobutu. J'ai appris beaucoup de choses. Et la prison apprend aussi. Hein. Je vous en parlerai si vous voulez et je vous démontrerai comment notre système judiciaire était pourri de la tête aux pieds. Mais jusque-là, vous ne me répondez pas à la question de Ngwanda. C'est le problème. Maintenant, je vous dis, la question de Ngwanda, c'est pour vous répondre en vous disant que si l'AFDEL, si nous sommes occupés aujourd'hui, c'est de la responsabilité de Ngwanda parce qu'avec l'armée qu'on avait, Mobutu mourant, on devrait comprendre que nous ne devons pas laisser l'AFDEL entrer. Mais il ne ment pas sur ce qui est fait, bon, ce qui est fait aujourd'hui. Très bien. Pour le problème. Maintenant, s'il ne peut pas mentir sur ce qu'il a fait, mais n'est pas le vrai canal pour le dire. Est-ce que Hitler peut parler aujourd'hui de xénophobie? Mais, donc, vous comprenez, Hitler ne peut pas parler de ça. Et vous savez parfois sur certains sujets pourquoi l'Allemagne ne parle pas. Parce qu'ils sont mal placés. Donc aujourd'hui, Ngwanda est très mal placé. Okay. On a parlé d'occupation. On accepte que Ngwanda est mal placé, maintenant, mais les faits sont là. Il faut, pour répondre maintenant à votre question, oui, sur le fond du sujet, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. Je suis celui qui considère, et je me bats pour ça, que nous devons lutter contre la balkanisation. Elle est même dans la Constitution, parce qu'ici on dit beaucoup de constitutionnalistes. Vous prenez la Constitution à son article 9. Il est dit quoi? Que l'État congolais est propriétaire, on ne dit plus propriétaire des sous-sols et des sous-sols comme Mobutu l'avait dit, on dit l'État congolais assure sa souveraineté sur les sols. Vous allez à l'article 217, je pense, on dit que l'État congolais peut signer au nom de la paix des accords en cédant sa souveraineté. C'est que dans notre constitution, il a admis qu'on peut céder notre territoire au nom de la paix. Mais ce n'est peut-être pas la bonne lecture. Peut-être qu'il faut une interprétation de la Cour constitutionnelle sur la question. Monsieur Christian, je souhaiterais que vous m'invitiez, qu'on fasse un débat et que vous invitiez les constitutionnalistes. On fera. Je vous dis on le fera. Qu'au nom de notre constitution, ça c'est la balkanisation consacrée dans la constitution. Très bien, on en parlera. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fond de discours. Non, vous êtes d'accord avec Ngwanda, pas avec moi. Non, je ne peux pas être d'accord avec Ngwanda. Ça c'est, Christian, ne me poussez pas très loin. Ngwanda, je vous dis que ça, ce sont des gens, des symboles. Quand c'est comme on parle en allemand d'Hitler, au Congo, on peut parler de Ngwanda. Ce monsieur-là n'a aucune notion à donner aux Congolais. Sur une échelle de 1 à 10, Ngwanda est dangereux à quel niveau? Ngwanda est dangereux, pas à échelle de 1 à 10, à 100%. Terminator, vous connaissez ce que c'est peut-être? Je suis ici. Bon, vous suivez trop l'histoire et vous êtes très informé. Ce n'est pas question d'âge. Ça veut dire que c'est question d'être formé. Vous êtes, quand on vous suit, bah, moi, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'appellent passe chez Bossembe. Merci. Bon, donc... Entre Kalev et Ngwanda, qui est plus dangereux, selon vous?
les oiseaux de même plumage. En droit pénal, parce que nous parlons de... En droit pénal, le doyen Carbonet dit, entre un complice et un auteur, ils sont tous cousus dans les mêmes sacs. Merci Tout beaucoup. traître de la nation, commençant par des premières générations des Ngwanda, des Kalev, deuxième génération, troisième génération qui sont en train de se révéler avec le procès, tout ça sont les traîtres de la nation. Tout le monde qui trahit de la nation doit se taire à défaut d'être lapidé. Très bien. Mais au Congo, maintenant, j'en ai fini peut-être si vous me donnez une seconde, nous devons arrêter qu'au Congo, nous ayons deux gens qui hier volent, disparaissent un peu, Et aujourd'hui, et fort de leur argent, ils reviennent. Donc, le problème du Congolais, c'est qu'il est un peu amnésique, il a une mémoire courte. On peut voir quelqu'un qui avait été injurié hier pour vol, fort de son argent, il revient encore à la scène politique. Les Robins de Bois. Il revient, il reprend un peu. C'est pour ça que je dis, les Congolais, nous devons avoir à dire plus jamais ça. Très bien. Et étiqueter ces gens-là, les inscrire dans un cahier rouge. Ils ne peuvent plus parler à la nation. Les Ngwanda, première génération. Les Kalev, deuxième génération. Et tout celui qui va se révéler comme voleur de la République, parce qu'il y a des voleurs de la République. Ce n'est pas seulement Kamer qu'il faut poursuivre. Il y a beaucoup de gens. Les gens qui vont pour rien, parce qu'il a une parcelle du pouvoir comme magistrat, il est capable d'envoyer un citoyen congolais en prison. Il brise son avenir simplement parce qu'il a été payé par un petit Libanais et on arrête quelqu'un. Ça sont des traîtres de l'âge. Ces gens-là, quand ils sont découverts, on les inscrit dans un cahier rouge et on dit ils n'auront plus jamais parole. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubia. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille en France et vous avez répondu à nos questions. Le temps nous a manqué pour parler de l'affaire Zando, de l'affaire autre chose, mais vous savez, le temps est toujours là. On reviendra pour parler de cette question. Merci d'avoir été présent et avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Christian, de votre invitation. L'affaire Zando, simplement, je demande à ce qu'ils sont victimes de tout ça. Ça ne sert à rien d'aller faire des manifestations dans Zando, qu'ils vous trouvent. Et nous allons avoir les outils juridiques. Nous allons tout simplement saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté de M. Ngobila pour illégalité. C'est plus simple et nous pensons que la justice est en marche. Bon, il n'y a plus de gouverneurs qui sont intouchables. Il y a le Conseil d'État, il y a le tribunal administratif qui juge l'administration, qui est un peu assez, à mon avis, à première vue, assez légère comme M. Ngobila, qui devrait lui aussi être inscrit dans les cahiers rouges, vous savez. Merci beaucoup. Je reviendrai avec Maître Oscar prochainement pour parler de l'affaire Zando en entièreté. Aujourd'hui, on a parlé de tout, mais je vous promets, je vous donne rendez-vous. Tous ceux-là au Baïbi qui ont un problème dans Zando, vous n'avez besoin que de vous constituer en équipe et vous coutez avocat bien et poursuivre. Mikolo Tokomi, Tobanga, directeur de cabinet, bon gouverneur, bon penza. Donc, tout est possible maintenant. Merci à vous tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par